à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Générateur électrique hors de prix, mais soleil à gogo. La Somalie trouve la solution pour briser le cercle vicieux de l'électricité trop chère. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. La crypto-monnaie est plébiscitée par les Nigérians, mais les autorités se méfient, un dilemme qui se généralise sur le continent. De manière réaliste, nous devons accepter que les crypto-monnaies sont là pour durer. Il y a les débats, mais ce que nous constatons ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'acceptation institutionnelle. Des millions d'armes de petit calibre en circulation sur le continent font exploser les chiffres de la criminalité. Zoom sur la Tanzanie, le pays qui dit non aux violences faites aux civils. Celle-ci, c'est une arme militaire, très dangereuse pour le public. Elle peut prendre un magasin de 30 cartouches. Elle tire plus ou moins comme un AK-47 avec les mêmes capacités. Nous ouvrons cette édition sur un formidable effort pour améliorer le quotidien de milliers de Somaliens. Dans ce pays de la Corne de l'Afrique, à l'épreuve de la sécheresse et de la pauvreté, la Banque mondiale estime qu'11 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Les générateurs alimentés au diesel sont la première source d'une énergie parmi les plus coûteuses au monde, autour d'$1 le kilowattheure. Mais aujourd'hui, grâce à une centrale solaire établie en bordure de la capitale Mogadiscio, ces coûts ont fortement reculé. Un véritable coup de fouet pour l'économie locale. Regardez. L'accès à l'électricité est un vrai défi pour de nombreux habitants de Mogadiscio. Le coût n'est pas seulement prohibitif, les Mogadisciens paient aussi le prix fort en termes de santé et de confort. Le hurlement quotidien d'énormes générateurs diesel émettant une épaisse fumée, des factures d'électricité élevées, c'était vraiment intenable pour beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, un nouveau projet d'énergie solaire lancé par Beko Lightning Company à Mogadiscio transforme progressivement la production et les coûts énergétiques. Beko a été lancé en 2014. À cette époque, toute la ville n'avait pas de système électrique. Ce que je veux dire par système électrique, tout était à basse tension. En ce moment, nous avons un système 11 kPa, un système 33 kPa, des sous-stations presque comme n'importe quel autre fil du monde. Le diesel est cher, le solaire est beaucoup moins cher, donc l'une des raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à investir dans l'énergie verte, c'est tout simplement un bon business, parce que nous avons plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. La société basée à Mogadiscio a récemment signé un contrat de 30 millions de dollars pour générer 35 MW. Cela comprend 25 MW à partir de l'énergie solaire et 10 MW à partir de la batterie. L'entreprise exploite également 500 transformateurs pour augmenter la distribution de l'énergie. Grâce à ces investissements, le projet solaire a déjà apporté une énorme amélioration au quotidien des habitants. Nous avions l'habitude de commuter ici plus de 5 générateurs lourds qui produisaient 5 MW et ils étaient très bruyants tout en polluant l'atmosphère. Aujourd'hui, l'accès à une électricité fiable et bon marché est devenu une réalité pour de nombreux ménages et les consommateurs professionnels comme les hôtels qui souffraient de frais fixes élevés en raison d'une électricité coûteuse ont vu leurs dépenses mensuelles baisser considérablement. Beko nous fournit actuellement l'électricité la plus fiable et la moins chère de la Somalie et elle est toujours disponible. Le prix de l'électricité est moins cher qu'avant. Auparavant, je payais plus de 600 US$ pour l'électricité dans mon entreprise. Mais maintenant, les tarifs ont baissé. Je paye moins de 200 $ avec de l'électricité puissante. Avant Beko, le tarif était de 1,20 $ par kilowatt et avec cela, nous ne pouvions pas utiliser de machines lourdes pour les activités hôtelières à cause de ce tarif. Après avoir installé le système solaire, nous avons la possibilité d'obtenir une électricité fiable et puissante avec un tarif de 0,20 $ par kilowatt.
Maintenant, nous utilisons toutes les machines pour faire fonctionner nos services hôteliers. Vous savez que le plus grand défi en Somalie en matière d'énergie verte, je peux dire, c'est la finance. Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés est le financement international par les financements locaux, comme nous utilisons la Salam Somali Bank ici en Somalie. Mais si nous essayons de traiter avec les entreprises internationales et des banques internationales, nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que vous savez, dès qu'ils entendent la Somalie, c'est un non catégorique. Ils ne viennent pas ici et c'est le plus gros défi. La banque Salam Somalie est la première banque islamique établie dans le pays pendant la période la plus chaotique de l'histoire récente de la Somalie. Ce projet d'énergie solaire est colossal et c'est l'un des plus gros investissements mis en œuvre par la Salam Somali Bank. C'est un projet en cours et nous estimons un investissement de plusieurs millions de dollars. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la Somalie a un potentiel d'énergie solaire de plus de 2000 kWh par mètre carré. Cela contraste cependant avec le fait que seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. Je veux dire que la Somalie est confrontée à la sécheresse et aux inondations, et ceci dû au manque de respect de l'environnement. Les principaux défis liés à l'utilisation de produits propres et verts en Somalie sont le manque de connaissances sur l'énergie verte, car ils ne le savent pas souvent. Il faut du temps pour le présenter. Pour Beko, l'objectif ultime est d'éliminer progressivement les groupes électrogènes diesel et d'adopter des options plus propres et plus vertes. L'énergie solaire est en tête de liste. Cette orientation permettra non seulement d'alléger le fardeau des frais généraux d'électricité élevés, mais contribuera également à réduire la pollution de l'environnement. Lorsque nous aurons terminé ce projet solaire, nous réduirons la dépendance aux générateurs diesel et nos clients profiteront d'un prix très bas pour notre électricité. Comme vous le savez, lorsque nous utilisons le diesel auparavant, le prix était toujours très élevé. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, l'investissement dans l'énergie solaire en Somalie peut être une entreprise rentable et une voie sûre vers l'énergie verte. Cependant, l'accès limité au crédit, les investissements internationaux réticents et les problèmes de sécurité risquent de freiner cette transition massive vers l'énergie solaire. Le premier obstacle à la vaccination contre la Covid-19 en Afrique, ce n'est pas la pénurie de vaccins. C'est ce qu'a déclaré Adar Poonawala, le président de l'Institut Serum d'Inde. Il a précisé que selon lui, c'était plutôt le manque d'infrastructures et l'hésitation des populations qui ralentissaient la campagne de vaccination. Rappelons que l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi ont tous demandé aux fabricants et donateurs de suspendre les livraisons de vaccins Covid en raison des excédents de stock accumulés. D'après les données disponibles début décembre, un tiers des 384 millions de doses livrées en Afrique demeurent stockées. Le mouvement des crypto-monnaies officielles est bien parti en Afrique. Après le Ghana et le Nigeria qui ont lancé cette année une forme d'argent virtuel mais généré et contrôlé par la Banque centrale, c'est-à-dire les autorités monétaires nationales, c'est le tour du Zimbabwe. Le pays vient d'annoncer qu'il explorait les possibilités de créer sa propre monnaie virtuelle plutôt qu'autoriser la reconnaissance des crypto-monnaies comme devise officielle. Il a prévu une mission au Nigeria pour étudier l'expérience du e-Naira lancé en octobre. Justement, le Nigeria est devenu ces dernières années l'un des pays du continent en pointe des transactions en crypto-monnaie. Il serait en 3e place du peloton de tête des nations les plus utilisatrices de ces formes de paiement alternatifs derrière les États-Unis et la Russie. Le pays a enregistré des transactions de crypto-monnaie de plus de 400 millions de dollars en 2020, une désaffectation du système monétaire classique et un anonymat des paiements qui déplaisent aux autorités nigérianes. De là est venue cette année l'imposition de mesures restrictives. Notre journaliste Hugo Uana avait suivi ces développements. Regardez. Le commerce des crypto-monnaies s'est développé au Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique depuis plusieurs années déjà.
Récemment, la Banque centrale du Nigeria a notifié les banques de dépôt, les institutions non financières et d'autres institutions financières de ne pas s'engager dans la crypto-monnaie ainsi que d'autres actifs numériques. Le 5 février 2021, elle a émis un avertissement sévère et a rappelé aux institutions financières locales de ne pas effectuer de transactions en crypto-monnaie ni de faciliter les paiements en crypto-monnaie. Elle a également demandé aux institutions financières de fermer immédiatement les comptes des personnes ou entités effectuant ou exploitant des transactions en crypto-monnaie. J'ai obtenu un certain profit, mais récemment, cette politique de la Banque centrale du Nigeria a été décidée. Et certains d'entre nous ne comprennent toujours pas comment cela fonctionne, pour être honnête. Au début, c'était comme s'il s'agissait d'une interdiction de la crypto-monnaie, mais plus tard, il y a eu une autre histoire à ce sujet. Donc, certains d'entre nous ne comprennent toujours pas en quoi consiste la mesure. Cependant, au moment où cette mesure a été promulguée, le jour même, j'ai dû désinvestir immédiatement. J'ai désinvesti certains de mes placements Bitcoin et c'est alors que j'ai découvert que la valeur du Bitcoin avait de nouveau augmenté récemment et je me suis sentie tellement frustrée. Treasure Iroro est l'une des millions de Nigérians qui utilisent des crypto-monnaies. Le Nigeria, cette puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, se classe désormais au 3e rang des principaux pays pour les volumes d'échange. Avec $100 dépensés en moyenne sur chaque transaction, il n'y a aucun doute que les Nigérians trouvent les crypto-monnaies attrayantes. La crypto-monnaie pour moi n'est qu'une source de revenus secondaire, plus comme un revenu alternatif. Je travaille de 9 à 5, mais c'est quelque chose que je fais à côté, et cela n'interrompt pas mon travail. J'ai commencé récemment, pas très longtemps, et je pense que je l'ai fait parce que c'était ce qui était à la mode. Tant d'amis s'y engageaient. Ils ont continué à parler de Bitcoin, de l'Ethereum et de ce genre de choses, et je pensais que je ne voulais pas être exclu de cela. Alors je les ai rejoints et j'ai gagné de l'argent. Le succès de cette forme alternative de paiement suscite un malaise parmi les autorités monétaires africaines et le Nigeria ne fait pas exception. La Banque centrale du Nigeria doit revoir cette mesure car en 2020 seulement, le volume de transactions de Bitcoin à lui seul s'est élevé à des milliards de naira pour le Nigeria seul, sans parler d'autres pays africains. Elle affirme que les banques ne devraient plus soutenir la crypto-monnaie. Mais la vérité est que chaque transaction dans l'écosystème Bitcoin entraîne des commissions sur les transactions en faveur des banques, donc elles gagnent de l'argent. Et bien sûr, de nouvelles opportunités d'emploi se présentent pour les jeunes Nigérians qui ne font rien en ce moment. Cette technologie blockchain est décentralisée. Cela signifie qu'elle va permettre aux jeunes Nigérians de trouver des emplois. Les jeunes sont en train d'étudier ce nouveau langage de programmation. La crypto-monnaie a offert de nombreuses opportunités à ces jeunes. Ce que la Banque centrale devrait faire est de s'asseoir à nouveau avec les parties prenantes et revoir cette politique, car elle profite à tous. La Banque centrale, aux banques en général, mais également aux jeunes. Il est estimé que 65 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie sont effectuées chaque mois sur des plateformes locales d'échange de crypto-monnaies au Nigeria. Avec la flambée des chiffres et les rendements financiers en jeu, la Banque centrale nigériane va-t-elle reconsidérer sa position? De manière réaliste, nous devons accepter que les crypto-monnaies sont là pour durer. Il y a les débats, mais ce que nous constatons ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'acceptation institutionnelle. Ainsi, vous voyez Elon Musk investir de manière significative dans ce domaine. La question est donc de savoir comment garantir que l'innovation ne soit pas perdue au Nigeria. Nous voyons des banques centrales du monde entier adopter la crypto-monnaie, ce qu'elles appellent les monnaies numériques des banques centrales, et je pense que nous devons commencer à voir comment tirer parti de la crypto-monnaie et de gérer le côté négatif potentiel qui pourrait également être une perte d'investissement. Parce que si vous épargnez en crypto-monnaie, en une journée, vous pouvez avoir des fluctuations d'environ 10%. Ainsi, un investisseur qui n'a pas les connaissances adéquates peut perdre beaucoup d'argent, mais nous devons trouver un moyen de l'adopter et nous savons que les banques centrales du monde l'ont accepté. Je pense que c'est l'une des choses que la Banque centrale devrait considérer.
Avec une population jeune et dynamique, un écosystème technologique innovant, une monnaie instable, une activité de transfert de fonds élevée et des profits en flèche pour les investisseurs, le nuage d'incertitude planant autour du marché du Bitcoin pourrait ne pas persister trop longtemps. Surtout parce que l'économie mondiale a déjà adopté les crypto-monnaies. Le Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique, ne voudra certainement pas être laissé pour compte. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Réussite ou échec, il faut bien le reconnaître, il est difficile de dresser un bilan de ce que la COP26, qui s'est tenue à Glasgow en novembre, a apporté au continent. Une chose est certaine, les pays en voie de développement ont été déçus de voir que le montant de l'enveloppe financière pour les aider à réduire leurs émissions et surtout affronter les conséquences du dérèglement climatique n'avait pas évolué. Et pour en savoir plus, je suis rejointe depuis la Corée du Sud par Liliane Macharia, directrice des investissements du Fonds vert pour le climat. Madame Macharia, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Quel résultat de la COP26 le Fonds vert va-t-il prendre en compte dans sa stratégie? À la COP26, l'accent a été mis sur la technologie climatique. L'accent est encore mis sur le maintien de l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation. Nous sommes également censés prendre en compte la manière dont nous utilisons les données du GIEC et d'autres sources de données. À noter qu'un certain nombre de pays ont des défis en termes de leurs propres données. Il s'agit probablement des systèmes en place et nous devons nous assurer d'utiliser des données pertinentes disponibles. Et cela aide en quelque sorte à justifier l'évaluation de la vulnérabilité des pays aux risques climatiques et donc à évaluer comment contribuer à atténuer ou aider les pays à développer leur résilience. L'autre point, nous devrions continuer à utiliser nos ressources existantes et être cohérents avec le cadre d'investissement et de résultats existants, ainsi que le financement des programmes de préparation, mais aussi les installations en matière de préparation de projets pour examiner les opportunités afin de soutenir les interventions contre les pertes et les dommages. C'était une question clé qui a été soulevée par les pays en développement et les pays les moins avancés qui sont vulnérables aux impacts climatiques lors de cette COP26. C'est donc quelque chose que nous sommes censés examiner et que nous explorerons cette année. Un autre élément consistait également à vraiment examiner comment nous pouvons continuer à soutenir le secteur privé, à continuer à travailler avec eux et à examiner également comment nous pouvons soutenir l'accès au Fonds vert pour le climat par des organisations non gouvernementales, des sociétés civiles et des entités du secteur privé, car cela n'a pas été jusqu'à présent au niveau souhaité. Quels sont les défis et les perspectives que vous percevez en Afrique pour l'année à venir? Je pense qu'il y aura pas mal de défis, mais aussi d'opportunités. J'aime voir les choses comme un verre à moitié plein, pas seulement à moitié vide. L'une est certainement de créer l'élan et le consensus, non seulement parmi les circonscriptions africaines, mais aussi parmi les circonscriptions en développement, pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en termes de priorité et que tout le monde pousse pour les mêmes choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à cet égard. Par exemple, parmi les États en termes de pertes et de dommages. C'est parce qu'il est vrai que beaucoup de pays qui ont souffert d'impacts climatiques ne sont pas ceux qui sont nécessairement coupables. Mais malheureusement, et surtout ce qui est devenu un cas très clair et évident pendant le Covid, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir le faire aussi vite et autant que nécessaire, car les impacts deviennent beaucoup plus sévères et plus rapides que prévu. Mais les moyens de le faire ne sont pas disponibles. Donc, obtenir cela et obtenir l'engagement à venir sera l'un des plus grands défis. Voyez-vous une nécessité d'ajuster les choix d'investissement du Fonds vert sur le continent ou votre stratégie actuelle est-elle toujours adaptée à ces nouveaux défis?
Potentiellement, il y a toujours place à l'amélioration, c'est sûr. Mais rappelez-vous que le Fonds vert pour le climat est axé sur les pays. Nous répondons donc certainement aux besoins et aux priorités des pays. Il y a certaines choses qui, selon nous, pourraient être mieux faites. Mais encore une fois, c'est le choix d'un pays qui détermine ce qui leur revient et ce qu'ils sont alors en mesure de financer. Par exemple, si vous me posez la question, et c'est mon opinion personnelle, pas l'opinion du Fonds vert pour le climat, je dirais que probablement une plus grande intégration de certaines des activités prioritaires que nous finançons et une intégration plus poussée du climat dans la planification du développement national serait un très bon point de départ, de manière à ce que ce ne soit pas une activité secondaire des ministères de l'environnement ou d'un autre ministère et que cela fasse partie intégrante de la planification nationale parce que le climat devient un facteur global. Cela donnerait donc certainement beaucoup plus d'importance aux sujets liés à la résilience et à l'atténuation du changement climatique. En tout cas, l'importance qu'ils méritent. Liliane Macharia, merci beaucoup. Plus rien n'arrête les avocats de Tanzanie. Le fruit est en train de devenir une véritable success story du commerce africain. Grâce à l'assistance de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Inde vient juste d'ouvrir les portes de son vaste marché aux avocats exportés de Tanzanie. Une avancée qui fait suite à 2 autres accords importants qui permettent l'exportation du fruit vers l'Afrique du Sud et même vers la Chine. Un marché lucratif qui pèse 133 millions de dollars. Et un chiffre qui continue d'inquiéter en Afrique, les civils sont toujours en possession de 40 millions d'armes légères et de petits calibres. Et seul un petit pourcentage fait l'objet d'un permis de port d'armes. L'Ouganda est actuellement dans une période d'amnistie de 2 mois pour la restitution volontaire sous condition d'anonymat et d'immunité de ces armes détenues illégalement. Le pays récemment confronté à une attaque terroriste a détruit près de 141 000 pièces d'armement depuis 2006. Nous restons dans l'est du continent où la Tanzanie a décidé de se battre contre les braquages, les attaques à main armée ou encore les violences entre bandes rivales. Une violence au quotidien que les turbulences économiques tendent à exacerber. Nous avions été à Dar es Salaam voir comment les autorités et les organisations de la société civile avaient réussi à se mobiliser. Regardez. Un officier de police et un employé de banque ont été abattus par des malfaiteurs lors d'un hold-up à main armée à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. 2 morts de plus, causées par la prolifération des armes à feu illicites. Les armes à feu illicites sont responsables chaque année de la mort d'environ un demi-million de personnes dans le monde. Ces armes de petit calibre, bon marché, portables, sont faciles à se procurer. Celle-ci, c'est une arme militaire, très dangereuse pour le public. Elle peut prendre un magasin de 30 cartouches. Elle tire plus ou moins comme un AK-47 avec les mêmes capacités. Un pistolet Makarov fabriqué en Chine, il y en a beaucoup, énormément qui circulent dans notre pays. Il y en a plein partout. La Tanzanie a traversé une histoire relativement calme, l'époque coloniale, puis a acquis son indépendance. Aujourd'hui, le taux de criminalité violente et d'exposition aux conflits armés est assez faible par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Est. Pourtant, des études officielles récentes suggèrent que la population civile a en sa possession environ 700 000 armes à feu. Dans certaines régions, on pense que 24% des familles en possèdent une, surtout dans les régions frontalières. La Tanzanie a pour voisins des pays comme le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et d'autres avec un passé mouvementé. La Tanzanie n'a pas la chance d'être une île. Elle a 9 voisins, et 8 d'entre eux sont ou ont été en guerre à un moment ou à un autre de leur histoire. Certains sont toujours en guerre aujourd'hui. La Tanzanie est un pays paisible. Nous avons dû accepter de recevoir des réfugiés, et ces réfugiés sont arrivés avec des armes qui n'ont pas toutes déclarées officiellement. Les Tanzaniens ont un attachement culturel aux armes à feu. Les pistolets fabriqués à la main et qu'on charge par le canon sont utilisés depuis le 19e siècle en Tanzanie lors des cérémonies. Aujourd'hui, les truands s'adressent aux artisans fabricants de pistolets pour produire des armes bon marché et mortelles. Voici une carabine modifiée par un artisan local. Elle est capable de tirer les mêmes munitions qu'une carabine moderne. Depuis 50 ans,
La région des Grands Lacs en Afrique a été la plaque tournante de la prolifération des armes illicites. Les armes illicites ont fait exploser le taux de criminalité et suscité l'instabilité politique. Elles sont responsables depuis des décennies des carences en termes de développement économique de la région. Le contre-coup de l'insécurité, c'est l'arrêt de la production. Les gens ne se déplacent pas, les marchandises ne se déplacent pas, et on assiste à la détérioration générale de la situation économique de cette communauté. En 2000, les pays de la Corne de l'Afrique et des régions des Grands Lacs ont signé la déclaration de Nairobi pour résoudre le problème de la prolifération des armes de petit calibre. Bien que le but soit d'éliminer et de détruire les armes illicites, l'application correcte de la procédure d'enregistrement et le système de licence permettront de posséder une arme en toute légalité. Le sentiment d'insécurité est répandu dans les zones rurales et les agriculteurs veulent une arme pour défendre leur famille et leurs biens. Je veux garder mon fusil pour protéger mon troupeau et décourager les voleurs. J'en ai besoin pour protéger mes biens dans la ferme. Là où nous habitons, il y a toutes sortes de problèmes. Des singes, des sangliers, des lions qui peuvent attaquer mon troupeau dans le corral, et des hyènes aussi. Ailleurs dans le monde, les gens ne se rendent pas compte que le succès ne se mesure pas au nombre d'armes à feu qu'on a réussi à détruire. Donc, la destruction ou le dénombrement des armes, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, ce sont les mesures prises pour stopper les dysfonctionnements et empêcher qu'ils ne se reproduisent. Le plan de contrôle des armes et pour le désarmement en Tanzanie a eu beaucoup de succès dans tout le pays. C'est la première fois au niveau mondial qu'une approche nationale cohérente est appliquée et elle se pose en exemple pour toute cette partie du monde. La société civile et les agences de maintien de l'ordre travaillent ensemble. Ce n'était pas le cas auparavant. Ne serait-ce qu'au niveau des agences de maintien de l'ordre, elles ne coopéraient pas. Les douanes et la police travaillaient chacune de leur côté. La police et l'armée n'étaient pas d'accord. Alors que maintenant, ils travaillent tous ensemble. Cela nous a pris des années, mais nous y sommes arrivés. Nous avons mis en place ce type de coopération. Dans cette région, les pays des Grands Lacs devront s'attaquer à la prolifération et au trafic d'armes de petit calibre sur leur propre territoire. Et c'est là que la communauté internationale joue son rôle dans le succès du projet. Voilà, c'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux et celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 566. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quand a été lancée la centrale solaire Beko en Somalie? En 2002, en 2014 ou en 2020? Deuxième question. Quel est le montant moyen d'une transaction crypto-monnaie au Nigeria? 5 $, 50 $ ou 100 $? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 566. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 565. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Que loue Gura Ride au Rwanda? Réponse, des vélos électriques. Deuxième question. Combien de magasins et de boutiques compte-t-on au Douala Grand Mall? Réponse, 160. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai le réalisateur gabonais Melchi Obiang. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site newsafricaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année.